C. Et donc, la déformation, elle est représentée par un ellipsoïde, mais l'ellipsoïde, donc, il a subi une rotation. Donc, normalement, au lieu que l'ellipsoïde donc, soit vertical ou bien horizontal, donc il est incliné. Donc, ça veut dire que il a subi une rotation. Donc, une rotation et plus précisément donc, vers la droite. Donc, dans ce cas-là aussi, donc, c'est de la même manière, donc, on compare les ellipsoïdes de déformation X selon lequel, donc, il y a l'allongement et Z. Donc, on observe que X et Z, ils sont un petit peu inclinés. Donc, ça veut dire que si on compare X et Z, donc, de la figure A avec X et Z, les ellipsoïdes de déformation avec la figure P, l'état initial, donc on voit que les ellipsoïdes de déformation X et Z, ils ont changé de direction. Donc, s'ils ont changé de direction, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas parallèles aux ellipsoïdes de contrainte sigma 1 et sigma 3. Et on a dit que dans ce cas-là, on dit que l'objet, il est cisaillé et le mécanisme donc de la déformation, on a l'appelé cisaillement simple. Donc, ça veut dire qu'il y a un cisaillement simple. Et dans ce cas-là, on a dit qu'on ne peut pas reconstituer les ellipsoïdes de contrainte à partir des ellipsoïdes de déformation. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a rotation. Il y a rotation parce que les ellipsoïdes de déformation X et Z changent de direction. Après donc, la déformation par cisaillement simple. Et là, donc, le cisaillement, il est exactement, donc, on voit que l'ellipsoïde, il est tourné vers la droite. Donc, c'est un cisaillement qui est dextre. Et bien sûr, tant qu'il y a rotation, donc la déformation, elle est non coaxiale, ou bien la déformation, elle est rotationnelle, ou bien la déformation, donc elle est rotationnelle. Donc voilà, donc ça c'est concernant donc l'exercice numéro 1. Donc, normalement, donc tout est marqué. Donc vous avez donc la série en PDF. Donc sur la figure P, ou bien la figure P représente une sphère de déformation, et les figures A et C représentent un ellipsoïde de déformation. Donc, dans la figure P, il y a l'absence de déformation, parce que normalement, la déformation elle est représentée par une sphère. Sigma 1 est égal à sigma 2 est égal à sigma 3. Et les contraintes sont isotropes. Donc, ça veut dire une contrainte isotrope, on a dit que c'est une contrainte qui n'engendre pas de déformation, parce qu'il n'y a pas de déformation, donc les contraintes sont isotropes, ou bien la contrainte il est inéaxielle, parce que les trois ellipsoïdes de contrainte donc, sont égaux. Présence de déformation sur les figures A et C. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'ils sont représentés, donc la déformation elle est représentée par un ellipsoïde. Donc les contraintes dans ce cas-là sont anisotrope, parce qu'on a dit qu'une contrainte anisotrope donc engendre une déformation. Donc sur la figure C, la déformation est un aplatissement pur, déformation non rotationnelle ou bien coaxiale ou bien linéaire. Les axes de déformation X et Z gardent la même orientation donc de l'état initial. Donc l'objet il est écrasé et les axes X et Z sont parallèles à la direction des contraintes principales. Donc sigma 1 parallèle avec Z et sigma 3 parallèle avec X. Donc voilà, donc dans ce cas-là, donc on peut reconstituer les ellipsoïdes de contrainte à partir des ellipsoïdes de déformation. Donc toujours sigma 3 il est parallèle avec X et Z il est parallèle avec
sigma 1. Donc, sur la figure A, la déformation est un cisaillement simple, déformation rotationnelle, donc ça veut dire qu'il y a rotation. Donc, on a dit, donc tout simplement un cisaillement simple est un aplatissement plus une rotation. Les axes X et Z donc, changent de direction pendant la déformation. Donc, ça veut dire si on compare l'orientation de X et Z donc de la figure A avec X et Z de la figure P, donc l'état initial. Donc, on observe que les axes X et Z donc, changent, ils ont changé donc, de direction pendant la déformation. Ils ne restent pas parallèles aux contraintes principales. Donc, c'est pour cela qu'on a dit qu'on ne peut pas reconstituer les ellipsoïdes de contrainte à partir des ellipsoïdes de déformation parce que lorsqu'il y a rotation, les axes X et Z ne restent pas parallèles aux contraintes principales sigma 1 et sigma 3. L'objet est cisaillé. On dit que la déformation est non coaxiale, donc ça veut dire angulaire ou cisaillante ou rotationnelle. Donc c'est la même chose. Donc une remarque. Donc il est impossible de constituer les ellipsoïdes de contrainte à partir des ellipsoïdes de déformation dans le cas d'un cisaillement simple, car donc, il y a une déformation rotationnelle. Donc, ça veut dire qu'il y a une rotation. Donc, cisaillement simple, les axes X et Z ne restent pas parallèles aux contraintes sigma 1 et sigma 3. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a rotation. Alors, donc ça c'est concernant l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2 donc, concerne donc, la pression lithostatique. Concerne la pression lithostatique. Alors, donc la première question, donc qu'est-ce que la pression lithostatique et quelles sont ses caractéristiques principales? Donc ça veut dire, on définit donc la pression lithostatique et on donne donc les caractéristiques donc de la pression lithostatique. Alors, la pression lithostatique, on a dit que c'est l'effet donc des poids des sédiments donc sous-jacents. Donc ça veut dire que les couches, quand il y a une succession donc de couches, donc les couches impliquent donc une force par ses propres poids. Donc ça veut dire la couche qui est en haut influence la couche qui est en bas par son propre poids. Donc ça veut dire c'est l'effet des sédiments sous-jacents. Donc c'est ça donc la pression lithostatique. Donc la pression lithostatique et la pression lithostatique, donc on peut l'exprimer par deux relations. Donc il y a une relation où la pression lithostatique dépend donc de la profondeur et de la densité des roches et de l'accélération de la pesanteur. Donc ça veut dire que la pression lithostatique est égale à ρ, la densité, fois G, l'accélération donc de la pesanteur, fois H, la profondeur. Et il y a une deuxième expression donc, de la pression lithostatique. La pression lithostatique, ou bien ce qu'on appelle la contrainte moyenne. Donc, ça veut dire que la pression lithostatique est égale à sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 divisé par 3. C'est pour cela on l'appelle donc la contrainte moyenne parce qu'on a trois contraintes sigma 1, sigma 2, sigma 3. Et la moyenne donc, de ces trois contraintes, donc c'est la somme divisée par 3. Donc,
les caractéristiques, donc on va expliquer ça donc avec des schémas. Donc les caractéristiques donc de la pression électrostatique, on a dit que la pression électrostatique, donc de la surface, donc jusqu'à 3 kilomètres de profondeur, ou bien 3000 mètres de profondeur, on a appelé donc ça c'est la limite donc dictile donc des roches. Donc ça veut dire c'est la limite où les roches au-delà ou bien avant cette limite les roches ils sont solides, mais je sais pas. Oui. حنا كنا ما نتشاتي با صاحبي، حنا كنخدمو واش كاين شي طالب كيدير لونغوجيسترومون. ايوا هو دير انت نيت لونغوجيسترومون، راه باللي كترسل شي ميساج كتخرج عندي انا ديك طين طين، دونك انا جو سوي اوبليجي باش نكوبي ونجي نشوف اشنو واقع، وكنلقى واش كاين شي طالب كيدير لونغوجيسترومون. صافي ملي مشات لي بريزونطاسيون داكشي علاش سولت زعما واش يمكن نشوف البحث وي عندي. راه الميساج كيخرج عندي انا دونك كيديرونجيني، انا دابا وقفت وجيت كنشوف شنو واقع. باردون. Alors, donc, on continue. Donc, on a dit que la pression électrostatique, maintenant, on va parler donc sur les caractéristiques donc, de la pression électrostatique. Donc, la première caractéristique, on a dit que, si vous vous souvenez donc très bien, donc on a dit que la pression électrostatique, donc, elle est responsable au changement de volume des matériaux. Parce que, donc, si vous vous souvenez bien, on a dit que dans le cas de l'écorce ou bien d'une lithosphère déformée, donc l'état de contrainte, il est représenté par deux composantes. Donc, une composante isotrope hydrostatique, donc D, à l'effet de la pression électrostatique, et elle est responsable au changement de volume. Et une composante anisotrope, donc D aux forces tectoniques, ou bien ce qu'on a appelé la contrainte déviatorique, est responsable au changement de forme des matériaux. Donc ça veut dire que la première caractéristique donc, de la pression électrostatique, c'est le changement de volume. C'est le changement de volume donc, des matériaux ou bien des roches. La deuxième caractéristique, on a dit que l'effet de la pression électrostatique, il est de la surface jusqu'à 3 km de profondeur ou bien 3000 mètres donc, de profondeur. Donc ça veut dire c'est la limite de ductilité ou bien la limite ductile des roches. Donc ça veut dire que de la surface jusqu'à 3 km de profondeur, donc les roches ils sont à l'état solide. Donc dans ce cas-là, donc il y a l'effet de la pression électrostatique parce que on a dit que l'effet de la pression électrostatique, donc c'est l'effet des sédiments sous-jacents. Donc ça veut dire que les sédiments déforment donc les matériaux donc par leur propre poids. Mais au-delà de 3 km de profondeur, donc ça veut dire on a dépassé donc la limite ductile. Donc ça veut dire que les matériaux ou bien les roches sont devenues donc visqueuses. Donc les roches, elles sont devenues visqueuses. S'ils sont devenues visqueuses, donc la pression électrostatique, il est devenu une pression hydrostatique. Et donc ça veut dire que dans ce cas-là, la pression électrostatique est la même dans toutes les directions. Et donc, c'est la même dans toute la direction. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, ça veut dire que les trois contraintes, sigma 1 et sigma 3 et sigma 2 et sigma 3, donc, sont égales. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, sigma 1 est égal à sigma 2 est égal à sigma 3.
Autrement dit, donc si sigma 1 est égal à sigma 2 est égal à sigma 3, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de déformation. Donc ça veut dire que il y a déformation et exactement changement de volume donc de la surface jusqu'à 3 km de profondeur, mais au-delà de 3 km de profondeur, donc il n'y a pas de déformation. De la surface jusqu'à 3 km de profondeur, donc il y a déformation, exactement changement de volume. Donc ça veut dire que la déformation elle est représentée par un ellipsoïde. Et au-delà de 3 km de profondeur, donc sigma 1 est égal à sigma 2 est égal à sigma 3. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de déformation. Donc la déformation elle est représentée par une sphère. Donc c'est ça, donc les caractéristiques donc, de la pression électrostatique. Donc il est responsable au changement de volume des matériaux et au-delà de 3 km de profondeur, donc ça veut dire la limite de la ductilité donc des roches, donc la pression électrostatique devient isotrope. Donc ça veut dire qu'il n'engendre pas de déformation. Sigma 1 est égal à sigma 2 est égal à sigma 3. Ensuite, quel est le rôle de la pression électrostatique donc sur la déformation? Alors, le rôle de la pression électrostatique sur la déformation, donc il faut souvenir donc les courbes qu'on a vues donc dans la partie concernant les paramètres qui influencent donc sur le couple contrainte-déformation. Donc on a vu que lorsque la pression électrostatique sur la courbe, donc on a regardé donc 4 courbes je pense, et ces courbes, donc la pression électrostatique augmente au fur et à mesure. Et on a vu que lorsque la pression électrostatique est faible, donc la déformation cassante ou bien la rupture, elle était immédiate. Et au fur et à mesure que la pression électrostatique augmente, donc la rupture se retarde. Mais lorsque on a dépassé donc une valeur, donc sur l'expérience était donc de 35 ou bien 30 mégapascales, donc il n'y a plus donc de la déformation cassante ou bien de la rupture. Donc, et on a déduit que lorsque la pression électrostatique est faible, donc il y a lieu à la déformation cassante. Et on a vu que l'augmentation de la pression électrostatique augmente aussi donc le seuil de plasticité. Donc lorsque la pression électrostatique augmente, le seuil de plasticité augmente. Et on a vu aussi donc lorsque la pression électrostatique augmente, donc le domaine de la déformation élastique et de la déformation plastique aussi, donc, augmente. Et on a déduit que l'augmentation de la pression électrostatique retarde donc la rupture. Et donc, comme conclusion finale, on a conclu que en surface, la pression électrostatique est faible, donc il y a lieu à la déformation cassante. Mais voilà, donc on peut résumer, donc ça c'est le détail, mais on peut résumer donc l'effet de la pression électrostatique donc en un point. Donc en surface, la pression électrostatique est faible, donc il y a lieu à une déformation cassante. Et en profondeur, la pression électrostatique est élevée, donc il y a lieu à la déformation plastique, tout simplement. Donc le rôle maintenant de la température sur la déformation, donc on a vu
donc des courbes aussi donc, de la température. Et on a vu que l'augmentation de la température donc, conduit, donc maintenant la limite d'élasticité, donc diminue. Donc c'est le contraire de la pression. Donc on a vu que l'augmentation de la pression conduit à l'augmentation donc du seuil d'élasticité ou bien des limites d'élasticité ou bien du seuil de plasticité, mais l'augmentation de la température donc conduit à la diminution donc du seuil d'élasticité ou bien de limite d'élasticité ou bien du seuil de plasticité. Et l'augmentation de la température conduit aussi donc à l'augmentation donc de la déformation plastique. Et on a dit que l'augmentation de la température aussi donc conduit à l'amollissement donc des roches. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire amollissement des roches? Donc ça veut dire que les roches, ils deviennent molles. Donc ça veut dire pourquoi? Parce que tout simplement parce que les roches quand se réchauffent donc devient molles. Donc ça veut dire qu'ils donc ça veut dire se déforment facilement donc d'une manière donc plastique. Et donc on a donné donc une conclusion donc pour la température et la pression bien avant. Donc on peut résumer donc de la même manière donc le rôle ou bien l'effet de la température sur la déformation des roches. Et on peut dire que en surface, la température, donc il est faible, donc il y a lieu à une déformation cassante. Et en profondeur, la température, il est élevée, donc il y a lieu à une déformation ductile ou bien plastique. Ensuite, et on a dit qu'on peut résumer donc l'effet de la pression et de la température par un effet qui est conjugué. Donc ça veut dire la combinaison donc de deux. Donc on a vu que donc l'augmentation donc de la pression électrostatique retarde la rupture et l'augmentation de la température donc diminue donc le seuil de plasticité. Donc ça veut dire que l'effet conjugué de la pression et de la température donc contribue donc à étendre donc le domaine de la déformation plastique. Donc ça veut dire que le domaine de la déformation plastique, donc avec l'augmentation de la température et de la pression, donc le domaine de la déformation plastique donc devient plus large. Donc c'est tout à fait normal. Parce que avec l'augmentation de la pression de la température, donc il y a plus donc de la déformation cassante, mais plutôt donc de la déformation plastique. Donc on va regarder donc tout ça donc sur les éléments donc de réponse. Alors donc on commence par la définition donc de la pression électrostatique. On a dit que la pression électrostatique est liée au poids des sédiments sous-jacents. Il s'est exprimé par deux expressions. Donc, on a dit que la pression électrostatique, donc, liée au poids des sédiments sous-jacents. Donc, ça veut dire que le poids, donc, des couches sous-jacentes, donc, chaque couche, donc, implique, donc, une force, donc, sur la couche ou bien la couche sous-jacente, donc par son propre poids. Donc c'est pour cela on a dit que la pression électrostatique est liée au poids des sédiments sous-jacents. Donc les deux expressions, on a dit que la pression électrostatique est des fonctions donc de la profondeur et de
la densité des roches et l'accélération de pesanteur. Et donc, on peut écrire que la pression électrostatique est égale à ρ fois G fois H. Donc, la deuxième expression, on a dit que la pression électrostatique, ou bien on peut l'appeler la pression moyenne, est égale à donc la somme donc, des ellipsoïdes de contrainte sigma 1, sigma 2 et sigma 3 divisé par 3. Et donc là, donc on a, j'ai dessiné donc un objet et les ellipsoïdes de contrainte impliqués donc sur cet objet. Donc il y a 3 ellipsoïdes, donc ça veut dire que la pression électrostatique, c'est la somme des 3 ellipsoïdes de contrainte, donc divisé par 3. Donc dans ce cas-là, on peut l'appeler la pression électrostatique ou bien la pression moyenne. Donc, les caractéristiques, on a dit que la pression électrostatique devient isotrope vers 3 km de profondeur, limite du domaine dictile. Donc, ça veut dire au-delà de 3 km de profondeur ou bien 3000 mètres de profondeur, donc les matériaux donc, deviennent visqueux. Donc, ça veut dire donc, les matériaux ne sont plus solides. Donc, l'écorce donc, se comporte comme un fluide. Ça veut dire l'écorce, il devient comme un fluide. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, on parle donc sur une pression hydrostatique. Donc, tant que maintenant, donc, on a l'écorce, il est devenu donc un fluide. Donc, la pression hydrostatique est alors la même dans toutes les directions. Donc, c'est une pression hydrostatique parce que, donc, ça y est, donc, les roches ne sont plus solides, donc ils sont visqueuses. Donc, ça veut dire que la pression électrostatique, il est la même dans toutes les directions. Donc, on parle aussi donc de pression de confinement ou pression confinante. Donc, ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, on a dit que la pression électrostatique aussi, donc, elle est responsable donc au changement de volume donc des matériaux. Alors, donc là, donc j'ai donc 2 schémas. Donc, la schéma qui est à gauche, donc c'est l'effet donc de la pression électrostatique. Si vous regardez bien, donc il y a en haut, donc c'est le poids de la couverture, donc sigma V. Donc, ça veut dire que le poids des sédiments. Donc, ça là, donc je suis donc, de la surface. Et au fur et à mesure, donc, j'enfonce en profondeur, donc jusqu'à 3 km de profondeur. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'effet de la pression électrostatique, donc, qui est matérialisé par le poids des sédiments sous-jacents, donc, l'effet diminue, donc, en s'enfonçant en profondeur. Regardez donc que lorsque je suis proche de la surface, donc, regardez l'ellipsoïde, donc il est grand, mais tant que j'enfonce en profondeur, l'ellipsoïde devenait donc petit. Et lorsque je suis arrivé à 3 km de profondeur, donc ça veut dire que limite dictile, donc ça y est, donc j'ai une sphère. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus, donc de déformation. Donc ça c'est donc le premier schéma qui est à gauche donc montre que l'effet de la pression électrostatique il est de la surface donc jusqu'à 3 km de profondeur. Mais au-delà de 3 km de profondeur, donc ça y est, il n'y a plus de déformation. Donc ça, donc il est les explications bien le détail, il est sur le schéma qui est à droite. Donc, le schéma qui est à droite, donc c'est de la même manière. Donc, il y a donc 2, ou bien, si vous voulez, donc 3 domaines. Donc, il y a le premier domaine qui est de la surface. Donc, il est noté niveau du sol. Donc, ça veut dire que c'est la surface. Donc, jusqu'à 3 km de profondeur. Donc, 3 km de profondeur, on a appelé ça donc limite du domaine dictile. Donc ça veut dire au-delà de 3 km
de profondeur, donc ça y est, donc les roches, ils sont devenus donc visqueuses ou bien liquides. Et bien sûr, donc il y a le domaine qui est au-delà de 3 km de profondeur. Alors, donc, on commence par le premier domaine. Donc, le premier domaine, donc, on a dit que la pression lithostatique, donc, il a deux expressions. Donc, soit il est en fonction de la densité des roches et de la pesanteur et la profondeur. Et on a marqué que la pression lithostatique est égale à ρ, donc ça veut dire la densité de roche, fois G, pesanteur, fois H1, donc la profondeur. Parce que donc la H1, donc c'est la profondeur, donc dans le domaine 1. Donc ça c'est la première expression. La deuxième expression, on a dit que donc cette fois-ci, donc c'est en fonction des ellipsoïdes de contrainte. Et donc j'ai marqué que la pression électrostatique, donc on a dit que elle est responsable donc au changement de volume et l'effet de la pression électrostatique, il est représenté donc par une contrainte qui est verticale. Donc ça veut dire c'est la contrainte sigma 1 et dans ce cas-là, donc la contrainte sigma 1 elle est supérieure à sigma 2 et sigma 2 est égal à sigma 3. Et donc j'ai représenté donc le grand ellipsoïde, donc c'est l'ellipsoïde créé par la contrainte sigma 1 et le petit ellipsoïde, donc c'est l'ellipsoïde donc créé par sigma 3 et sigma 2 parce que sigma 3 et sigma 2 ils sont égaux. Donc ce sont des ellipsoïdes qui sont égaux. Et donc on a dit que bien sûr donc ça lorsque sigma 1 il est supérieur à sigma 2 et sigma 2 est égal à sigma 3. Donc, si on convertit donc, cette relation en fonction des ellipsoïdes de déformation, donc on obtient que x est égal à y supérieur à z. Et donc, lorsque x est égal à y supérieur à z, donc si vous vous souvenez, on a dit que ça, c'est dans le cas où il y a déformation par aplatissement, ou bien il y a un écrasement selon z. Donc ça veut dire qu'il y a un aplatissement, ou bien on peut appeler ça donc aussi, donc c'est le domaine des tassements. Tassement, donc ça veut dire lorsque les sédiments tassent voilà, donc les sédiments qui sont en haut tassent donc les sédiments qui sont en bas. Donc dans ce cas-là, on dit que c'est le domaine d'aplatissement ou bien le domaine du tassement. Et l'expression des ellipsoïdes de contrainte ou bien de la pression lithostatique qui est matérialisée par l'ellipsoïde de contrainte sigma 1, donc il est sigma 1, il est supérieur à sigma 2 et sigma 2 est égal à sigma 3. Et on a dit que dans ce cas-là, on parle donc sur un ellipsoïde de révolution. Donc dans ce cas-là, on dit que il s'agit, lorsque sigma 1 il est supérieur à sigma 2 et sigma 2 est égal à sigma 3, on parle donc sur un ellipsoïde de révolution, donc de contrainte autour de sigma 1 vertical. Le deuxième domaine, donc ça veut dire au-delà de 3 km de profondeur. Donc on a dit que la première expression de la pression électrostatique, donc c'est la pression électrostatique est égale à ρ fois G fois H2. Cette fois-ci, c'est H2 parce qu'on a
enfoncé donc d'une profondeur H2, ou bien la pression électrostatique en fonction des ellipsoïdes de contrainte est égale à sigma 1, et sigma 1 est égal à sigma 2, et sigma 2 est égal à sigma 3. Donc, dans ce cas-là, donc lorsque sigma 1 est égal à sigma 2 est égal à sigma 3, donc on parle donc sur une contrainte hydrostatique. Et le domaine, donc on appelle, donc ça c'est le domaine de l'équilibre. Donc il n'y a pas de déformation. Par contre, donc là, parce que donc ce schéma, donc il a fait l'objet donc d'un ancien exercice donc d'examen. Donc on a dit que en haut, donc on a appelé que le domaine, il s'appelle le domaine d'étassement ou bien écrasement donc selon Z, donc c'est le domaine d'aplatissement. Et l'ellipsoïde, on appelle l'ellipsoïde ellipsoïde de révolution de contrainte autour de sigma 1 vertical. Et l'expression donc d'ellipsoïde est sigma 1, il est supérieur à sigma 2 est égal à sigma 3. Par contre, dans l'autre domaine, donc le domaine, il s'appelle le domaine de l'équilibre, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de déformation, et l'expression de la contrainte est sigma 1 est égal à sigma 2 est égal à sigma 3, et la contrainte, on peut l'appeler une contrainte hydrostatique ou bien une contrainte uniaxiale. Alors, donc, voilà, donc j'ai marqué que dans l'écorce ou bien l'éthosphère stable, donc en l'équilibre, les contraintes ne sont isotropes qu'à partir de 3000 mètres, donc lorsque le milieu devient suffisamment ductile. Donc ça veut dire que, donc là, donc je parle donc sur le deuxième domaine, ce qu'on a appelé donc le domaine de l'équilibre. Donc ça veut dire que l'équilibre ne se réalise que au-delà de 3000 mètres ou bien 3 km de profondeur. Donc ça veut dire que le milieu il devient suffisamment ductile. Donc lorsque on dépasse donc la limite des domaines ductiles. Donc dans ce cas-là, la lithosphère ou bien l'écorce devient stable. Donc ça veut dire que sigma 1 est égal à sigma 2 est égal à sigma 3 ou bien x est égal à y est égal à Z, et bien sûr, dans ce cas-là, donc les contraintes sont isotropes. Par contre, dans notre domaine, donc les contraintes sont anisotropes. Alors, donc une remarque, donc l'ellipsoïde de contrainte triaxielle est dit donc polyaxial dans le cas général, donc où sigma 1 il est supérieur à sigma 2, supérieur à sigma 3. Donc ça, on dit que l'ellipsoïde de contrainte est polyaxial, mais on peut l'appeler aussi donc l'ellipsoïde de contrainte de révolution dans les deux cas, où sigma 1 il est supérieur à sigma 2 est égal à sigma 3. Donc on a vu que ça, c'est l'équivalent donc de l'effet de la pression électrostatique. Sigma 1 supérieur à sigma 2 est égal à sigma 3. Ou bien, le deuxième cas, sigma 1 est égal à sigma 2 supérieur à sigma 3. Donc, dans ces deux cas, l'ellipsoïde de contrainte est un ellipsoïde de révolution, ou bien implique un ellipsoïde de révolution. Donc, maintenant, donc, on va regarder donc, les dessins donc, des deux cas où l'ellipsoïde des contraintes implique un ellipsoïde de révolution. Et donc, pour chaque cas, donc, on donne donc l'équivalent en fonction des ellipsoïdes de déformation. Mais je pense qu'on a déjà donc vu ça. Alors, donc voilà, donc j'ai marqué l'ellipsoïde des contraintes et l'état final est l'ellipsoïde de déformation. Donc, le premier cas, donc, lorsque sigma 1 il est supérieur à sigma 2 et sigma 2 est égal à sigma 3, donc ça, c'est l'équivalent donc, de l'effet de la pression électrostatique. Donc, sigma 1 il est vertical
Et on a dit que la pression électrostatique engendre donc une contrainte ou bien une force verticale. Donc, sigma 1, il est vertical. Donc, ça, c'est l'effet de la pression électrostatique. Et sigma 1, il est supérieur à sigma 2. Et sigma 2 est égal à sigma 3. Donc, toujours, lorsque l'ellipsoïde implique un ellipsoïde de révolution, donc il y a que deux champs. Donc, ça veut dire, on observe que deux champs. Donc, le troisième champ, donc, il est caché par les autres. Donc, ça veut dire, on voit que deux champs. Donc là, par exemple, lorsque sigma 1 il est supérieur à sigma 2 et sigma 2 est égal à sigma 3, donc il y a seulement donc, deux champs. Donc le grand champ, donc c'est le champ créé par sigma 1. Donc il est vertical parce que sigma 1 il est vertical. Et le petit champ, donc c'est le champ créé par sigma 2 et sigma 2 et sigma 3. Donc, dans ce cas-là, donc, on a marqué sigma 2 est égal à sigma 3. Donc, ça veut dire que sigma 2, donc, on a dit que sigma 1, donc, c'est la contrainte majeure maximale. Sigma 3, donc, c'est la contrainte minimale. Et sigma 2, c'est la contrainte intermédiaire. Et on a dit que sigma 2, il peut jouer ou bien il peut aider, donc, sigma 1 comme il peut aider, donc, sigma 3. Donc, dans ce cas-là, donc, sigma 2 est donc sigma 3. Donc, autrement dit que sigma 2, il est proche de sigma 3. Donc, c'est pour cela on a représenté sigma 3 et sigma 2 donc, dans le même champ. Donc, c'est le petit champ donc, de sigma 3. Et tant que sigma 2, il est proche de sigma 3, on a représenté sigma 2 avec sigma 3. Et donc, dans ce cas-là, on a appelé l'ellipsoïde un ellipsoïde de révolution autour de sigma 1 vertical. Alors, l'équivalent donc de ce cas en fonction des ellipsoïdes de déformation, sigma 1 il est supérieur à sigma 2 et sigma 2 est égal à sigma 3, donc c'est x est égal à y, donc supérieur à z. Et donc là, donc cette relation x est égale à y supérieur à z, donc implique bien qu'il y a un aplatissement. Donc il y a un aplatissement ou bien un écrasement donc selon z. Donc ça veut dire qu'il y a une relation entre les ellipsoïdes de déformation et les ellipsoïdes de contrainte. Donc parce que dans ce cas-là, on n'a pas une rotation. Donc ça veut dire que la déformation elle est coaxiale, non rotationnelle. Alors, donc là, lorsque x est égal à y, donc ça veut dire que y, il est proche de x. Donc, dans ce cas-là, on dit que il y a un allongement ou bien un étirement équidirectionnel. Donc, ça veut dire selon x et y. Et bien sûr, donc, il y a un aplatissement, donc, selon z. Et donc, dans ce cas-là, on appelle l'ellipsoïde est un ellipsoïde de révolution de déformation autour de z vertical. Et donc, on a représenté donc, le champ donc, par deux champs. Donc, le grand champ, donc, c'est le champ donc, créé par x, parce que x, donc, c'est toujours x, il est supérieur à y et y supérieur à z. Donc, le grand champ, donc, il est créé par x. Et x, il est parallèle à sigma 3. Donc, ça veut dire sigma 3 horizontal. X, il est horizontal. Et le champ intermédiaire, donc, c'est le champ donc, de y. Parce que y, il est proche de x. Donc, on a représenté le champ intermédiaire de y et on n'a pas représenté donc le champ, le petit champ créé par z, parce que ce petit champ, donc, il est caché par les champs donc de x et de y. Donc, on voit que deux champs, donc le champ de x et le champ de y. Donc, le deuxième cas, donc lorsque sigma 1 est égal à sigma 2 supérieur à sigma 3, donc dans ce cas-là, on dit que l'ellipsoïde est un ellipsoïde de révolution autour de sigma 3
verticale. Donc, dans ce cas-là, donc, on représente le grand champ. Donc, c'est le champ créé par sigma 1 et le champ intermédiaire créé par sigma 2 et le champ créé par sigma 3. Donc, il est caché par les champs de sigma 1 et de sigma 2. Donc, il faut faire attention donc à la représentation ou bien au dessin donc des champs. Donc, l'équivalent donc de ce cas des ellipsoïdes de contrainte, ça veut dire d'k sigma 1 est égal à sigma 2 supérieur à sigma 3. Donc, c'est x supérieur à y et y est égal à z. Donc, on dit que il y a un raccourcissement donc équidirectionnel donc selon y et z parce que y est proche de z. Donc, il y a un raccourcissement équidirectionnel par y selon y et selon z, et il y a un étirement, bien un allongement donc vertical donc selon x. Et on dit que l'ellipsoïde est un ellipsoïde de révolution de déformation autour de x vertical. Donc voilà, donc le grand champ, donc c'est le champ donc créé par x verticalement, et le petit champ, donc c'est le champ créé par z et y, parce que y il est proche de z. Donc on termine par cette remarque. Donc on a déjà parlé donc sur cette remarque. Dans une écorce ou bien une lithosphère déformée, l'état de contrainte est représenté par l'ellipsoïde de contrainte et correspond ou bien comprend, donc il comprend plutôt donc deux composantes. Donc toujours dans le cas, donc là donc j'ai donc raisonné donc en fonction donc d'une grande échelle. Mais on a dit toujours donc tout ce qui se passe à une grande échelle donc se passe à une petite échelle. Donc là quand je parle donc sur une écorce ou bien une lithosphère déformée, donc ça concerne donc tous les objets géologiques déformés. Donc tous les objets géologiques déformés, donc l'état de contrainte est représenté par deux composantes. Donc une partie isotrope de type hydrostatique, donc il est dit au poids de la colonne de roche sous-jacente, donc ça veut dire il est dit à l'effet de la pression lithostatique. On peut appeler donc le poids donc de la colonne de roche sous-jacente, donc c'est la contrainte lithostatique. Ou bien on peut simplifier qu'une partie isotrope dit à la contrainte lithostatique ou bien à l'effet de la pression lithostatique, ou bien on a appelé aussi donc la contrainte lithostatique, on a appelé aussi donc la contrainte moyenne. Donc ça veut dire la contrainte moyenne est égale à la pression lithostatique est égale à sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 divisé par 3. Donc la deuxième expression qu'on a vient donc de la pression lithostatique. Et cette partie hydrostatique des tenseurs ne produit qu'un changement de volume des matériaux. Donc, ça veut dire qu'elle est responsable seulement au changement de volume des matériaux. Et une deuxième partie, une partie anisotrope dit aux forces tectoniques. Et on a appelé donc les forces tectoniques, donc c'est la contrainte déviatorique sigma D. Et donc, sigma D est égal à sigma moins sigma M. Donc, sigma M, donc c'est la contrainte moyenne ou bien la contrainte lithostatique. Parce que on a dit que dans le cas donc d'une écorce ou bien de lithosphère déformée, donc sigma, la contrainte, est égal à sigma M ou bien sigma lithostatique, donc ça veut dire la contrainte moyenne ou bien la contrainte lithostatique, plus la contrainte déviatorique, sigma D. Donc d'où sigma D est égal à sigma moins sigma M. Avec sigma M, donc c'est
sigma lithostatique. Donc, ça veut dire la contrainte moyenne, c'est la contrainte lithostatique. Donc, cette partie sigma moins sigma m qui divise donc de la partie hydrostatique, donc qui vient de la partie hydrostatique, produit le changement de forme des matériaux. Donc, autrement dit, donc, cette remarque, on peut la simplifier donc, de la manière suivante. Donc, dans le cas d'un objet déformé, l'état de contrainte est représenté par deux composantes ou bien deux parties. Une partie isotrope due à l'effet de la pression lithostatique est responsable au changement de volume. Et une partie anisotrope due aux forces tectoniques est responsable donc au changement de forme, tout simplement. Maintenant, on va regarder donc l'effet de la pression lithostatique donc sur la déformation. Alors, on a dit que le rôle de la pression lithostatique sur la déformation, donc on a dit qu'il est responsable au changement de volume des matériaux. Et à partir donc de la courbe qu'on a vue donc au cours, donc quand la pression lithostatique augmente, limite d'élasticité ou bien seuil de plasticité donc augmente. Donc, si vous regardez bien donc, la courbe, donc à 0,1, donc la limite elle était un petit peu faible. Et lorsque à 3 mégapascales, donc la limite devient élevée. Et à 10, donc un petit peu élevé, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que la limite d'élasticité ou bien seuil de plasticité augmente avec l'augmentation donc, de la pression lithostatique. La déformation élastique aussi augmente. Donc, si la limite d'élasticité ou bien le seuil, la limite d'élasticité augmente, automatiquement la déformation élastique augmente. Et si là, le seuil de plasticité augmente, automatiquement la déformation plastique aussi donc augmente. Donc la déformation plastique avant rupture augmente et bien sûr au fur et à mesure que la pression augmente, la fracturation est retardée. Et si par exemple on dépasse donc une valeur supérieure à 30 mégapascales, donc la rupture n'existe plus. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus donc de la déformation cassante, il n'y a que de la déformation plastique. Donc, en conclusion, donc en profondeur, donc ça veut dire que lorsque la pression devient élevée, la roche est plus longtemps élastique, puis plastique. Donc, il n'y a plus donc, de la déformation cassante. Donc, pour la température, donc, le rôle de température sur la déformation, donc quand la température augmente, on a dit que la limite d'élasticité diminue, donc c'est le contraire de la pression parce qu'on a vu que lorsque la pression augmente, la limite d'élasticité augmente. Mais pour la température, lorsque la température augmente, la limite d'élasticité diminue. Il y a un amollissement donc de la roche, donc ça veut dire que la roche devient molle donc, par la température, l'augmentation de la température, et la quantité de la déformation plastique avant rupture augmente. Donc ça veut dire que le domaine de la déformation plastique devient plus large avec l'augmentation de la température. Donc si vous souvenez donc la courbe, il y a une courbe donc à 300, à 500 et à 600. Et en passant de 300 vers 600, on voit très bien que le domaine de la déformation plastique donc, augmente avec l'augmentation de la température. Donc, en conclusion, donc, en profondeur, la pression lithostatique retarde la rupture
et la température abaisse donc le seuil de plasticité. Et donc, par leur effet conjugué, ils contribuent à étendre donc le domaine de la ductilité donc des roches. Donc, on a vu que la pression électrostatique, l'augmentation de la pression électrostatique, quand je dis l'augmentation de la pression électrostatique, donc ça veut dire que j'enfonce plus en profondeur. Donc, la pression électrostatique retarde la rupture et l'augmentation de la température abaisse ou bien diminue donc le seuil de plasticité. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire diminuer le seuil de plasticité? Ça veut dire que le seuil de plasticité, donc avec l'augmentation de la température, donc ça y est, donc la roche, elle est rapidement donc devient plastique ou bien ductile. Donc il n'attend pas donc assez de temps. Pourquoi? Parce que c'est normal, parce que la température devient très élevée. Donc c'est automatiquement donc la roche et donc il va répondre donc tout de suite. Donc lorsque la température augmente, donc ça y est, donc on n'attend pas donc assez de temps pour atteindre donc le seuil de plasticité. Donc ça veut dire que le seuil de plasticité atteint immédiatement. Donc c'est pour cela l'augmentation de la température donc abaisse donc le seuil de plasticité. Ici, par exemple, la rupture il est retardée et le seuil de plasticité donc diminue ou bien abaisse, donc ça veut dire que l'effet conjugué donc de ces deux paramètres, donc ça veut dire la pression et la température, donc contribue, donc ça veut dire que le domaine de la déformation plastique donc devient plus large ou bien contribue à étendre donc le domaine de la déformation plastique. Donc voilà, donc ça c'est concerne donc la première série. Donc si vous avez donc des questions donc rapidement, donc avant donc d'aborder donc la deuxième série. Donc si vous avez des questions, donc je vous attends.